Bonjour, bonsoir, bienvenue à cette conférence du Centre Franco-Paix de la chaire Raoul Dandurand. Mon nom est Bruno Charbonneau, je suis professeur au Collège militaire royal de Saint-Jean au Canada et directeur du Centre Franco-Paix. C'est mon plaisir aujourd'hui d'accueillir Marc-André Boisvert. Le docteur Boisvert est un collègue de longue date du Centre Franco-Paix. Il a terminé sa thèse de doctorat en 2020 sur l'armée malienne. Il a surtout beaucoup d'expérience en Afrique de l'Ouest comme journaliste de 2005 à 2015, où il a travaillé avec Associated Press, la presse, The Economist et plusieurs autres. Il a couvert les conflits au Mali, en Côte d'Ivoire, multiples coups d'État. Bref, il a beaucoup d'expérience en Afrique, notamment dans les contextes de conflit. Il est affilié au Centre Franco-Paix. C'est un praticien sur la stabilisation. Il a géré plusieurs équipes de recherche en analyse de conflits, sensibilité au conflit, en stabilisation. Il a travaillé pour la Banque mondiale, les gouvernements britanniques et allemands. Et aujourd'hui, il nous rejoint depuis Madagascar pour nous parler essentiellement justement de recherche, de méthodes de recherche, de méthodologie, et dans un contexte où, bon, on en parlera certainement, il est devenu de plus en plus compliqué dans certains endroits, dans certains contextes de conflit, justement, de faire ce travail qui est pourtant nécessaire. Dans un contexte aussi qui en a un de presque garde, justement, de la vérité, sur les faits, de montée du populisme, hein, de nouvelles technologies qui permettent de promouvoir toutes sortes d'informations et de désinformations, etc. Donc, j'ai bien hâte de lui parler, j'ai bien hâte de l'entendre sur ces défis et sur cette façon de travailler justement dans des contextes qui sont toujours sensibles, compliqués et surtout qui peuvent être dangereux pour tout le monde qui est impliqué. Donc, Marc-André, bienvenue. Je te cède. Merci beaucoup, Bruno. Bonjour tout le monde. En fait, je suis vraiment content de pouvoir parler de méthodes de recherche aujourd'hui. Parce qu'en fait, c'est tellement, tu sais, comme pour moi, aujourd'hui, mon objectif, c'est vraiment de donner le plus d'outils possible pour préparer au terrain et pour en arriver à avoir une discussion autant sur des méthodes que de la méthodologie, parce que c'est quelque chose qu'on escamote totalement dans les formations souvent. Et on fait face à beaucoup de gens qui, une fois qu'ils sont sur le terrain, ne sont pas prêts. En plus, j'ai un triple chapeau. Beaucoup des choses que je vais parler aujourd'hui, je les ai apprises en tant que journaliste et surtout que j'étais journaliste pigiste avec pas nécessairement toutes les institutions pour me soutenir. Donc, surtout qu'on parle de protection des sources, qu'on parle de gérer la relation terrain, c'est souvent comme ça que j'ai appris. Après ça, j'ai appris en étant un chercheur académique, notamment en faisant face à des comités d'éthique qui parfois sont exigeants. Et le troisième rôle, c'est souvent en étant praticien. Comme présentement, je travaille pour le gouvernement britannique. On a accès à des ressources incroyables, mais on a aussi surtout une façon différente de travailler. Mais en même temps, ça soulève ses propres problèmes. Donc aujourd'hui, la façon que je vois ça, c'est vraiment, je vois ça comme une discussion. Donc, gênez-vous pas à envoyer des questions sur le chat. Bruno, évidemment, n'hésite pas à m'interrompre. Ça se voit vraiment, c'est vraiment intéressant, c'est une conversation tout le monde ensemble. Mais pour moi, le départ, c'est je veux juste vous souligner le fait que l'objectif aujourd'hui, c'est vraiment de focuser sur recherche de terrain. Donc, à quelque part, je ne parlerai pas de comment bien soutenir envers votre comité d'éthique, qui est une étape assez importante, parce que souvent, surtout quand on fait de la recherche académique, on doit présenter nos recherches, on fait face à chaque institution à ses règles, et surtout quand on travaille en zone de conflit, cette étape-là, elle est longue, fastidieuse, et c'est là où est-ce que chaque institution est différente. Moi, mon problème, quand j'ai soumis mon évaluation au comité d'éthique, c'est que c'était très exigeant parce que je travaillais avec l'armée malienne dans une zone de conflit. Mais le véritable enjeu, c'est que oui, j'ai fait une superbe présentation, un superbe dossier pour le comité d'éthique et j'ai bien respecté chacun des trucs. Le problème, c'est que je suis passé sur un des terrains qui était le plus facile à travailler au monde, un terrain de conflit, parce que le Mali, sincèrement, quand j'ai fait mon terrain, tout se passait bien, c'était facile d'avoir des visas, c'était facile d'avoir des accréditations. Du jour au lendemain, tout a changé. Et justement, c'est là que le problème de tout ce qu'on fait par rapport au comité d'éthique et qu'on se fait dans le monde universitaire, c'est qu'on cherche une approche de l'éthique qui est très fixe et qui ne tient pas compte des dynamiques de terrain. Donc, un peu aujourd'hui, la discussion, c'est vraiment vous outiller pour faire face à cette
une fois que votre dossier est accepté d'éthique, comment on fait face à l'éthique sur le terrain, notamment qu'on ne peut pas y aller dans une solution one size fits all. Un point que je veux faire tout de suite avant de bien commencer sur le sujet, c'est qu'il faut pas se leurrer. Même si, là, présentement, des fois, je suis appelé à avoir un rôle plus... des fois, je me dis, je suis un peu un mercenaire intellectuel, où est-ce que je dois aller chercher des informations précises, faire des analyses de conflits précises, faire des analyses envers un objectif précis. Et ça, il y a un rôle éthique différent de faire de la recherche fondamentale où notre seuil nécrose, c'est l'information. Le problème qu'on fait face présentement, c'est que même quand on fait de la recherche académique, on ne sait pas comment nos données vont être instrumentalisées plus tard. C'est vraiment un problème important. C'est un problème que souvent, les comités d'éthique ont peu de consultés, réfléchissent pas nécessairement parce que l'idée, c'est de publier. Et c'est quelque chose qu'en tant que chercheur, on doit quand même garder en tête. Donc aujourd'hui, de quoi je vais parler, c'est principalement parler de méthodes de travail pour vous protéger, vous, en tant que chercheur, mais surtout protéger ceux que vous aidez. Parce qu'on fait face à une forme parfois de tourisme académique, où est-ce qu'on voit des chercheurs qui se pointent et pour avoir habité longtemps en Afrique de l'Ouest, avoir vu des chercheurs débarquer, ils viennent pour 6 mois, ils utilisent souvent des assistants de recherche locaux, des fixeurs, après ils repartent, et pour eux, après ça, ils peuvent publier ce qu'ils veulent sans se soucier que les gens qui restent, eux peuvent avoir des conséquences. Donc ça, c'est un point hyper important qu'on va parler. Pour éviter évidemment de ne pas mettre personne en danger. Et pour moi, c'est vraiment ma formation de journaliste au départ, parce que la protection des sources, c'est primordial. Si ce que tu t'apprêtes à faire met en danger quelqu'un, c'est niais. L'autre truc aussi, c'est pour avoir vécu longtemps en Afrique de l'Ouest, j'ai été hyper chanceux. J'ai jamais vraiment eu de problème sérieux, mais il y a toujours ce risque-là que les policiers viennent cogner à ma propre porte. Donc, avec le temps, moi, mes collègues, mes amis, on s'est tous créé plusieurs astuces pour se protéger. Et en se protégeant nous, on protège les autres aussi. Donc, c'est le premier point. Évidemment, on va parler aussi méthodologie, notamment comment cumuler des données dans un contexte de ce qu'on appelle le fog of war. De plus en plus, les terrains de conflit sont difficiles d'accès pour les chercheurs. Avant, où l'information était moins, disons, instrumentalisée. On parle de désinformation. On le voit à quel point maintenant les réseaux sociaux l'emportent, et notamment les données digitales l'emportent, et ça influence beaucoup notre méthodologie. De plus en plus, on a un regard critique face à ça, mais c'est assez compliqué parfois de faire ce genre de recherche-là. Bon, voilà en gros de quoi je vais vous parler dans la prochaine 40 minutes à peu près. Après ça, je veux vraiment que vous embarquez avec vos questions, mais ne vous gênez pas. Et le premier point que j'aimerais commencer à parler tout de suite, c'est tout de suite de qualité des données. Ça semble un peu compliqué. En fait, c'est un peu simple, mais c'est le plus gros problème qu'on a en tant que chercheur, c'est d'avoir des données crédibles, des données valides, et ça, malgré tous les efforts qu'on fait. J'ai souvent tendance à citer le Dr. House là-dessus, Everybody Lies. C'est souvent le cas dans le monde des conflits. Les gens cherchent à se protéger. C'est une situation de survie après tout. Il faut jamais oublier ça quand on fait face à ses interlocuteurs et quand on conçoit sa recherche. Donc, il y a différentes méthodes, différentes façons de gérer le problème de la qualité des données dans une zone de conflit. Et c'est pas les mêmes qu'on choisit si on a fait une recherche quantitative que si on fait une recherche qualitative. Je vais tout de suite commencer par le quantitatif parce que moi, en guise de prologue, je suis un chercheur qui est qualitatif. Mon terrain était très ethnographique et je crois que malheureusement, dans une zone de conflit, les données qualitatives sont beaucoup plus fortes. Et je vais expliquer pourquoi. Un premier problème des données quantitatives, c'est que pour que des données soient crédibles dans le quantitatif, ça prend une masse de données critiques. Et ce qu'on voit finalement, c'est que lancer des questionnaires à tout bout de champ sans pouvoir contrôler dans une zone de conflit, c'est extrêmement difficile d'avoir des données qui sont fiables. Et beaucoup de gens se cassent la gueule avec ça. Je donne un exemple. Il y a un chercheur américain qui a travaillé sur le Mali et qui se targue depuis 17 ans d'avoir réussi à prédire qu'il allait y avoir une crise au centre du Mali. Donc, il a produit un papier académique autour de 2016-2017 disant que ça allait exploser au centre du Mali. Et il y avait des superbes données quantitatives pour le prouver. Le problème, c'est qu'on le savait déjà.
tout ce qu'il a prouvé quantitativement, c'est ce qu'on avait déjà, tous les chercheurs qualitatifs ont prouvé. Donc, dans un monde de sciences politiques où est-ce que le quantitatif l'emporte beaucoup, il y a eu plein de soucis, il y a eu plein d'honneurs pour sa méthodologie de recherche, mais le problème aussi, c'est qu'il ne pouvait pas sur papier, son étude était merveilleuse, mais après ça, il ne pouvait pas retracer ses propres chercheurs. Et pour avoir connu ces équipes de travail, en fait, ces équipes de chercheurs ont été à Mopti, qui est une grande ville, et n'ont pas du tout été sur le terrain, ils ont trafiqué complètement ces données. Et là, c'est là où est-ce qu'on s'est retrouvé avec une étude qui était très forte, que moi-même, j'ai cité à un moment donné parce que je me disais, ben voilà, finalement, j'ai du quantitatif pour prouver ce que j'ai à dire. Mais on se retrouve avec des données qui sont complètement, qui ne sont pas nécessairement fausses, mais qui, malgré tout, ont un gros problème de véracité. Et c'est là le problème de tout chercheur avec des données quantitatives. Et c'est là, encore, pour moi, le plus gros problème avec le quantitatif aussi, c'est qu'il y a des moyens de contourner, de s'assurer que les données qu'on va chercher, surtout quand on lance des équipes de chercheurs sur le terrain qui ont des questionnaires, on leur demande souvent des données, de prendre des photos, on leur demande aussi de donner genre chaque jour de se loguer sur une application pour savoir où ils sont directement sur le terrain. Le problème par rapport à ça, c'est que c'est un risque, ces technologies-là. Ça attire l'attention et dans une zone de conflit, quand on se balade avec un iPad, un téléphone, un smartphone, ça dépend des cas. En Ukraine, c'est moins danger. Je parlais justement avec une équipe pour en arriver à gérer une équipe de quantitative qui travaille en Ukraine. Ben là, pour une question de développement économique et où est-ce que finalement tout le monde a son smartphone, son iPad, ces gens-là passent inaperçus. En revanche, quand on a un terrain un peu plus complexe, que ce soit en Afghanistan, que ce soit justement au Mali, qui est notre cas, ces gens-là passent pas inaperçus. Il y a un risque de vol, évidemment, de matériel, et finalement, surtout d'attirer l'attention, comme je le disais, notamment par rapport à tout ce qui est forces armées, tout ce qui est personnes, c'est que les groupes, en fait, tout simplement Al-Qaïda ou autres groupes terroristes. Donc, malgré tout, même s'il y a plein de solutions technologiques pour nous aider à avoir des données quantitatives plus fortes, c'est toujours difficile à contrôler et ça a des risques énormes. Donc, c'est pour ça que quand on fait une stratégie, moi, j'ai tendance à favoriser le qualitatif. C'est beaucoup plus facile de trianguler avec quand on a des entretiens et c'est surtout plus facile de trouver les mensonges et la propagande. Encore une fois, mais c'est beaucoup, beaucoup plus de travail. Mais en revanche, ça reste plus facile de trouver qu'est-ce qui diffère pas. Et surtout, plus ça va, notamment dans les zones de conflit, et même pour des grandes boîtes, on a beaucoup qui essaient de faire un travail sur la stabilisation, qui essaient d'avoir des données quantitatives. De plus en plus, ils réalisent que le travail qualitatif contredit carrément les données quantitatives pour le prouver. C'est un énorme problème, de toute façon, les données. La meilleure des solutions, c'est de mêler les méthodes. Et même si le quantitatif est très fort, n'hésitez pas à rajouter du qualitatif. Et c'est surtout que ça permet, en mêlant toutes les méthodes possibles, on arrive surtout à lutter de façon plus solide contre la confirmation des billets. Ça, c'est vraiment, quand on parle de données, et autant en quantitatif qu'en qualitatif, c'est un problème de toutes les ressources humaines, de toutes les sciences humaines. C'est pas exclusivement des recherches en conflit, mais c'est un problème qu'on a encore plus, la confirmation des billets, parce que les gens, nécessairement, se sentent en danger et donc ils n'hésitent pas. Il y a une plus grande place, disons, pour dire les choses qui les rendent plus confortables aussi. Donc, c'est toujours à ne pas oublier. Et c'est pour ça que de plus en plus, on crée des méthodologies, tout ce qui est sensibilité au conflit ou analyse des conflits. Les grandes boîtes comme la Banque mondiale maintenant ont des protocoles bien précis pour créer un cycle où est-ce qu'on vérifie constamment ces données et on remet en question ces confirmations de billets. Mais là, le truc, c'est que, voilà, on fait face à différentes stratégies qui ont été créées par des grandes boîtes qui ont beaucoup d'argent. Mais quand on est chercheur unique, on fait face vraiment à des données. C'est vraiment difficile de réussir à faire tout ça à la fois, de constamment remettre en question et surtout d'avoir les bonnes personnes. Quand vous préparez votre terrain, il faut vraiment que vous soyez conscient des limites de votre recherche et comprendre aussi qu'une bonne étude de cas nécessite beaucoup de temps.
Donc, vous allez rencontrer des chercheurs, si vous faites une maîtrise ou un doctorat, qui, eux, vont faire 3 mois de terrain, mais comme on est dans une zone de conflit, minimum 1 an pour continuer constamment à entretenir des relations et surtout avoir des relations plus profondes avec les gens pour éviter ces biais de confirmation. Une bonne recherche, on ne peut pas précipiter ça, et surtout en zone de conflit. C'est très important de créer des relations avec les gens sur place. C'est très important de constamment parler aux gens et de construire un cycle de vérification constante et de ne pas hésiter justement à ne pas garder de pas garder vos données pour vous-même de la même façon que surtout dans le monde du quantitatif, les gens font. Cette idée-là est vraiment importante. Je vois le temps avancer. Je vais tout de suite passer à un point qui est vraiment important et qui rentre justement dans cette confirmation des billets. Oui? Je peux te poser une question avant que tu passes au prochain sujet sur la qualité des Vas-y. données? Quand on parle de qualité des données, je me demandais ce que tu pensais ou comment tu évitais le piège, que je ne sais pas si c'est un piège, mais certainement le risque de tomber dans les réseaux, les contacts, les gatekeepers qui s'installent dans les zones justement de conflit. C'est-à-dire que, par exemple, les terrains que je faisais au Mali avant 2015 et après 2015, en tout cas pour moi, c'est à peu près 2015, ça a commencé à changer. Avant 2015, il n'y avait pas beaucoup de chercheurs étrangers, par exemple, donc on pouvait naviguer assez librement le terrain, rencontrer des gens différents. Puis à partir de 2015, on voit les portes tournantes, les gens qui rencontrent les mêmes contacts, les mêmes personnes, qui te renvoient ou qui te réfèrent toujours aux mêmes personnes et aux mêmes contacts. Et là, comment on fait pour... Ça crée des bulles, comme tu sais, ça crée des bulles qui se renforcent ou qui se répètent un peu. Comment est-ce qu'on peut éviter ce problème-là de boîte résonante, si je peux dire, où finalement les gens se réfèrent l'un à l'autre et ça crée carrément une économie politique quasiment de réseautage de contacts et puis qui reflète pas toujours justement, ou du moins qui vient affecter ce que tu appelles la qualité des données. En fait, pour moi, c'est vraiment un problème. Et je trouve que le Mali, c'est un excellent exemple de ça. Et que c'est un problème qu'on voit moins quand je parle à mes collègues justement qui travaillent sur l'Ukraine. Il y a une question d'argent. Et c'est là où est-ce qui rentre en ligne de compte. Et je donne un exemple tout simple, c'est que, bon, je vais commencer avec le côté humain de cette question-là. Donc, il y a beaucoup de gens, moi, que je connais au Sahel, en Afrique, je connais depuis 10 ans, même plus dans certains cas, des gens qui gagnaient très bien leur vie avant et qui généralement partageaient de l'information ou travaillaient à l'université, faisaient plusieurs trucs à la fois et faisaient volontairement ce travail-là finalement de nous aider dans nos recherches, de lire nos trucs, de nous dire que c'était mauvais ou pas. Et strictement d'un facteur humain, mais ces gens-là, avec la crise, notamment ceux qui ont des contacts, ben maintenant, ils doivent vous faire vivre une famille de plus en plus élargie, vu que le pays est en conflit. Soudainement, la belle-mère vient vivre chez toi, tu dois nourrir. Il y a une pression humanitaire qui entraîne des coûts pour ces gens-là. Et je trouve que c'est vraiment important de se souvenir de ça. Et ça change beaucoup la dynamique parce que eux aussi sont pris à la gorge économiquement. Et un conflit, on parle beaucoup de violence, mais ce qu'on voit surtout sur le terrain, c'est des gens qui soudainement perdent leur boulot, qui avaient des emplois bien placés et que finalement doivent trouver une nouvelle façon de gagner leur vie. Et soudainement, on se retrouve justement avec ce marché des assistants de recherche et des fixeurs qui, dans le milieu de conflit, pour eux, ça devient un boulot. On se retrouve face aussi de plus en plus avec des organisations qui ont les moyens de payer. Je parlais tantôt de mon côté, pour certains employeurs que j'ai eu, ben oui, on paye très bien nos assistants de recherche. Et ils le méritent, soit dit en passant. Ils font un bon travail, ils vont sur le terrain, ils risquent leur vie, ils méritent leur salaire. Et pour moi, c'est un boulot. Le problème dans un monde académique, c'est que ces gens-là, généralement, avant, ça se faisait de façon collégiale. Et maintenant, ben, pour un prof d'université qui avant participait à notre recherche de façon en tant que collègue,
Maintenant, quand il fait face à tous ces gens-là qui débarquent avec des gros moyens, c'est beaucoup plus intéressant pour lui de venir. Donc, l'argent dans une zone de conflit pour aller chercher l'information est très important. Et ça entraîne justement cette espèce de réseau difficile. Le seul moyen d'en arriver, de sortir de là, c'est de créer des amitiés où, malheureusement, parfois, l'argent rentre en ligne de compte, mais où est-ce qu'au moins, c'est des gens fiables. Et c'est là où est-ce que là, c'est vraiment important, c'est de savoir qui, finalement, on peut se fier et qui, finalement, va, finalement, en effet, un business où est-ce qu'il revend les mêmes données à différents chercheurs. Et ça, faut pas se le cacher, de plus en plus, c'est un cercle vicieux. On voit que, et ça arrive souvent avec des chercheurs qui connaissent rien, qui débarquent pour 3 mois dans un endroit qui ont souvent parlent pas la langue locale. Ils veulent juste les données, donc on leur donne les données, ils repartent et n'ont jamais de nouvelles. Et c'est là pour moi le problème aussi du, on présente ces gens-là, on présente les fixeurs et les assistants de recherche comme des profiteurs, mais de l'autre côté, il y a vraiment aussi des gens qui y arrivent et qui n'ont aucun intérêt pour eux. Et pour moi, c'est extrêmement important d'avoir de la considération pour ces gens-là, d'autant plus que c'est eux qui, qui, qui risquent leur vie, qui doivent faire face au fait que s'il y a un problème, si on publie un papier qui est dommageable, ben, souvent les services de renseignement, les services de sécurité vont faire le lien avec ce chercheur-là, cet assistant de recherche-là. Et c'est là où est-ce que c'est une conversation qui est extrêmement difficile à avoir. Mais pour moi, le seul et unique moyen, c'est vraiment de créer des relations, de se souvenir que votre recherche est il y a il y a des humains de l'autre côté aussi. Il ne faut pas oublier que justement, il faut les protéger. Et moi, ce que je vois aussi beaucoup dans ce marché-là, et comme je le dis, c'est peut-être parce que je passe trop de temps sur le terrain, je passe plus de gens avec les assistants de recherche et les fixeurs qu'avec les gens qui débarquent pour souvent ce que j'appelle des fois du tourisme académique, parce que des fois, c'est carrément, ils débarquent en 3 semaines et veulent tout comprendre de conflit. Je vous recommande vraiment pas de faire ça. Je pense que ça vaut vraiment le coup surtout si vous avez le temps de passer du temps, de voir les gens. Mais ce qui est surtout important, c'est que les gens avec qui vous allez travailler, c'est de les écouter et de vraiment prendre le temps de les considérer. Et ça change beaucoup pour eux parce que je veux éviter de donner des cas précis, mais comme présentement, il y a justement un chercheur qui a fini arrêté par la Sûreté d'État au Mali il y a quelques semaines. Et il a traité comme vraiment maltraité ses assistants de recherche sans vraiment, parce qu'ils n'ont pas écouté, notamment pour tout ce qui est sécurité du terrain, où aller, où ne pas aller, comment parler aux gens. Exemple, un des assistants de recherche, du chercheur, il dit change d'hôtel. Tous les services de renseignement sont dans ton hôtel, sont assis à la cafétéria, écoutent les discussions avec les entretiens qui se veulent confidentiels et anonymes. Il les a pas écoutés, se pensant qu'il était protégé. Ben voilà, c'est vraiment, c'est un exemple un peu aberrant et à la limite du caricatural, mais ce genre de comportement-là, on le voit assez souvent, en fait. Donc, les écouter, c'est vraiment une bonne partie de départ. Et eux vont vous dire, vous allez sentir tout de suite si eux sont à l'aise ou sont pas à l'aise à quelque part. Et ces gens-là, c'est vraiment considéré comme des collègues, écoutez-les. Et surtout, évaluer les risques pour eux. Parce que pour vous, vous allez partir, mais après ça, qu'est-ce qui va se passer après? Et surtout, n'oubliez pas que vos écrits peuvent être instrumentalisés. Un simple blog peut parfois créer beaucoup de problèmes pour des gens. Donc, gardez le lien avec vos assistants de recherche surtout si vous êtes un fan d'aller sur Twitter et dire des trucs, assurez-vous que les gens derrière vous aussi n'auront pas de problème. Pour moi, ça, c'est vraiment important. Et ça reste aussi dans mon éthique de journaliste, parce que la protection des sources et des gens avec qui on travaille, c'est vraiment le plus important. C'est que, comme je dis, il y a plusieurs stratégies pour ça, pour protéger des sources. Est-ce que je réponds pas mal à ta question ou tu veux relancer un autre aspect là-dessus en passant avant de... Bah oui, ça va. En fait, tu as mélangé quelques trucs. La protection des sources va de soi pour moi, mais effectivement, c'est pas toujours tout le monde qui les considère sérieusement. Moi, j'ai toujours en fait rendu mes sources anonymes. Euh, donc, et leur donner toujours le choix de l'endroit de la rencontre, etc. Je pense que ça va de soi. Mais je pensais surtout, c'est ça,
aux biais qui rentrent dans la collecte des données quand justement s'installe une économie essentiellement de la recherche, comme tu disais, puis comme je posais comme question. Puis ça se voit à tous les sens, c'est pas juste avec les gens qu'on rencontre, les Maliens, ou peu importe le pays où on est, mais aussi avec les internationaux, hein. Se rendre il y a toujours une personne de désignée dans la mission de l'ONU, on dirait, qui est celle qui va parler avec tous les experts qui demandent un entretien avec l'ONU. C'est pas nécessairement la personne qui connaît les dossiers. Mais bon, c'est une question de confiance aussi, je pense que tu as raison. Les gens qu'on connaît, etc. Mais nonobstant ça, il y a toujours ce problème, je pense, de l'évolution du terrain qui en devient carrément d'une économie de guerre ou de recherche ou un mélange des deux là, dans certaines circonstances quand le conflit devient, entre guillemets, populaire pour la recherche. Là, donc. Oui, et tu sais, en fait, ce qu'on voit aussi, c'est qu'on se retrouve des fois dans des pays où tu sais, les gens parlent très librement et du jour au lendemain, les gens se parlent plus. Et ça, en fait, ça, c'est un autre élément aussi à tenir en compte. On le voit au Mali, genre que dès que je suis un peu trop Mali, mais je pense que le plus bel exemple, je pense, c'est la Côte d'Ivoire, qui est un pays où est-ce que les gens sont extrêmement francs, font des déclarations très incendiaires contre le régime. Mais après ça, du jour au lendemain, la réalité change. Et où est-ce que ces gens-là finissent en prison? Alors qu'ils te disent, oui, oui, tu peux publier mon nom, publie ma photo. Ça, bon, là, c'est plus l'éthique journalistique qui rentre que l'éthique de recherche parce qu'on ne fait pas ce genre de truc-là. Mais en fait, moi, personnellement, mon gros problème à travailler avec tous les gens, c'est que souvent, je fais face à des gens qui ne comprennent pas les risques pour eux-mêmes. Et ça a l'air un peu condescendant ce que je dis, mais c'est plus la pratique aussi du fait que les choses changent d'une dynamique de conflit, tout change du jour au lendemain très rapidement. Et il faut être prêt à faire face à ça. Et les gens sont très confiants à un moment donné, et du jour au lendemain, ils ne sont plus. Et c'est pour ça qu'il faut moi, en termes de quand je suis en zone de conflit, même si les gens ne me demandent pas, je donne confidentialité, anonymat total. Et même quand je prends des notes, je mets pas de nom et je me mets des codes au cas où, même quand je sais que, au Mali, ça m'est jamais arrivé. Ouais, je donne quand je faisais mon travail de terrain pour mon doctorat, j'étais sur une base militaire et je prenais des notes. Et à tout moment, on aurait pu saisir mes notes, on aurait pu me questionner, c'est jamais arrivé, j'étais hyper chanceux. C'est le genre de travail qui serait impossible aujourd'hui à faire, mais à l'époque, déjà, premièrement, j'écris très mal, ce qui est mon plus gros outil de protection, parce que je sais que les gens peuvent pas lire mon écriture. Fait que ça m'évite, quand j'écris des trucs qui peuvent être sensibles, après ça, je peux dire, ah ben, il me parlait du beau temps, quoi. Donc ça, si vous écrivez mal, sachez maintenant que c'est votre plus bel outil de travail. Moi, j'ai compris ça. Mais pour le reste, c'est vraiment important de toujours avoir ces données-là, de toujours faire attention au fait que les gens, parfois, comprennent pas les risques parce que pour le moment, ils jugent qu'il n'y a pas de risque. Mais encore une fois, une zone de conflit, quand on fait de la recherche, une zone où est-ce que les dynamiques changent très rapidement. Et c'est là où est-ce que aussi ça rentre en côté, tout ce qui est transcription rentre assez important. Comme on parlait des comités d'éthique tantôt, pour moi, le plus gros problème des comités d'éthique, c'est que souvent beaucoup demandent d'avoir une stratégie de consentement écrite. Et dans beaucoup de cas, juste de signer un papier, c'est créer une relation avec eux, c'est inquiéter les gens. Donc, en zone de conflit, c'est important d'expliquer aux gens quels risques ils encourent et de tout ça, de vraiment avoir cette logique-là, mais ayez une stratégie de consentement oral plutôt qu'écrite. Et essayez le plus possible d'avoir le moins de papier avec vous, puisque, le papier fait part aux gens, et deuxièmement, ça devient une trace qui peut vous être retirée, ne serait-ce que vous pensez que vous êtes à l'aise, mais vous quittez le pays, soudainement, il y a un petit douanier qui décide de saisir vos notes, ce qui arrive de plus en plus dans certains cas. Donc, dématérialiser tout. On a la chance maintenant d'avoir des drives où on peut tout uploader et utiliser-le au maximum pour justement faire des scans, détruisez tout ce que vous pouvez, envoyez-le par votre smartphone et après ça, vous avez la paix, vous êtes certain de protéger vos sources. Ça nécessite aussi de bien réfléchir à comment on protège ces données digitales pour ne pas se faire hacker, évidemment, mais c'est de plus en plus un élément important. D'autant plus qu'on fait face à des gouvernements qui
comme au Mali ou en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, il y a beaucoup d'espionnage digital qui s'est fait dans les dernières années et pour des simples chercheurs qui pensaient qu'ils faisaient des trucs qui n'avaient aucune conséquence. Moi, j'en arrive à un point un peu paranoïaque ces temps-ci parce que je sais qu'on fouille les portables. Donc, moi, j'ai mon smartphone en main fréquemment, mais quand je fais du terrain qui est un peu chaud, j'ai un vieux Nokia et tous les noms, c'est des faux noms. Et c'est même des codes. Comme ça, on ne peut pas faire le lien avec qui je fais si on fouille dans mon portable. Et évidemment, tout ce qui est conversation avec WhatsApp, Signal, Telegram, on a souvent dit que Telegram et Signal étaient beaucoup plus sécurisés, mais c'est plus le cas malheureusement. D'autres alternatives ont été créées, mais maintenant, de toute façon, souvent on fait face, et j'en parlais avec une collègue qui travaille au Mozambique. On lui a forcé à ouvrir son smartphone et la personne a juste scrollé, elle ne pouvait pas rien faire. Donc, malgré toutes les stratégies qu'on prend à la fin, il vaut mieux éviter le plus possible d'avoir de données avec vous et d'avoir un smartphone où est-ce que tout est inclus dedans. Et aussi, réfléchissez comment rapidement vous pouvez passer toutes les données de votre smartphone en créant possiblement un double au moment où ça va. Quand on travaille dans les zones de conflit, les données Internet, c'est souvent pas très cher. C'est facile d'avoir un téléphone Nokia qui coûte rien, la puce coûte rien. N'hésitez pas sur les moyens pour avoir 2, 3 téléphones même pour éviter ce genre de problème-là. C'est juste que maintenant, avant, le 10 ans, on se disait, ben voilà, j'ai mon smartphone, j'ai mon ordinateur, je peux les protéger. Maintenant, il n'y a plus moyen, il y a plus moyen vraiment de se protéger, notamment que la technologie est du côté des dictatures, si on veut. Donc, ça dépend toujours de votre terrain. De toute façon, vous allez savoir, les gens vont vous le dire. Et voilà. Je pense que ça va pour les données électroniques. Mais malgré tout, je vais rester un point important aussi au niveau de tout ce qui est papier. C'est vraiment faites très attention aussi à ce que vous traînez avec vous parce qu'on n'y pense plus maintenant que tout est dématérialisé, que des fois, juste un carnet de notes oublié peut entraîner beaucoup de problèmes. Donc, Et de plus en plus, on fait face à des services secrets et à des gens qui veulent fouiller dans nos trucs. Quand visiblement, on fait des trucs qu'on pense qu'ils sont anodins, mais que les gens se mettent de nos trucs. Et où est-ce que le vol d'un sac qui semble être juste un truc anodin, finalement, entraîne beaucoup de problèmes à beaucoup de gens. Donc, comme je dis, c'est extrêmement complexe à gérer, mais soyez très vigilants. N'hésitez pas justement à justement éliminer le plus de traces possible au fur et à mesure et envoyer loin de tout. Avant, je pense que je vais faire un point qui est assez important et que maintenant, avant de sombrer dans les questions, vraiment aller plus dans les détails. À moins que tu aies d'autres questions, Bruno, et que tu veuilles embarquer sur quelque chose que je viens de dire. Non, ça va, je te laisse continuer, vas-y. Ce que je vais parler, c'est de votre protection à vous. Moi, quand on travaille pour les Nations Unies, quand on travaille pour les grandes institutions, on a plein de trainings qui sont à la limite de l'inutile parfois, mais on a beaucoup de trainings pour des institutions sécuritaires. Qu'est-ce qui arrive si on se fait kidnapper? Qu'est-ce qui arrive s'il y a un tremblement de terre? Et plein de trainings adaptés. Quand on est chercheur autonome, quand on fait une thèse de doctorat, on n'a pas nécessairement ces trainings-là parce que ça coûte cher. Si vous avez la chance de le faire, il y a de plus en plus d'ONG qui donnent ces formations-là gratuitement. Le problème, c'est que c'est souvent des ONG qui sont basées en Europe et que ça coûte un billet d'avion. Si vous avez la chance de les faire, si vraiment vous avez vocation à faire de la recherche en zone de conflit, il y a différentes organisations qui font ce genre de training-là. Ça vaut le coup. Et ne serait-ce parce qu'on fait face à des gens qui connaissent le terrain et qui vont vous donner des règles de base, comment vous organiser. Malgré tout, maintenant, là, je vais vous donner les règles que moi, j'ai établies au fil du temps pour me protéger on the cheap avant que j'ai accès à toutes ces ressources-là. La première chose première règle que je vais vous donner, c'est que papa, maman, la famille, ils sont loin de vous. Ça semble un peu, c'est un peu enfantin ce que je dis,
mais ces gens-là peuvent pas vraiment vous aider sur le terrain. Ce qui est très important quand vous arrivez dans votre terrain de recherche, c'est que vous ayez une personne qui sait à peu près tout le temps où vous êtes. Ça peut être juste quotidiennement que cette personne-là sait que vous êtes rentré à votre logement, mais c'est extrêmement important parce qu'on se retrouve dans des situations parfois où il y a juste un incident tout bête et que finalement, il y a des gens qui vont vouloir embarquer les ambassades, quoi, ou finalement vous aider vous, mais ils ne sauront pas qui contacter et comment. Donc moi, je vous recommande dès que vous arrivez sur le terrain, choisissez quelqu'un qui va savoir qui peut agir, même si c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas bien, mais qui va savoir exactement où vous êtes, et du moins chaque soir que vous êtes rentré. Ça, c'est la première tactique à aider. Ça va souvent être votre assistant de recherche. Écoutez-les, ces personnes-là, quand ils vous disent des trucs. Si vous disent, ah, ce soir, peut-être je ne devrais pas sortir, peut-être que vous ne comprendrez pas ce que vous dit cette personne-là. Souvent, c'est un pressentiment, mais le pressentiment en zone de conflit aide beaucoup. Il y a beaucoup de choses qui se passent que les gens perçoivent intuitivement et qui ne peuvent pas vous expliquer, mais écoutez-les. Ça ne donne rien de faire la tête brûlée. Un deuxième point qui est important, c'est de varier vos routines de vie. On a tendance à toujours à vouloir aller travailler dans le même café, toujours aller au même endroit, surtout que travailler dans une zone de conflit, c'est souvent se retrouver avec beaucoup d'attentes. Les acteurs sont sollicités par beaucoup de gens, il y a beaucoup de temps. Malgré tout, on a tendance à vouloir toujours retourner aux mêmes endroits, essayer de varier le plus possible pour éviter que s'il se passe quelque chose, on ne puisse pas savoir où vous êtes. Ça contredit un peu ce que je dis, que c'est important qu'il y ait une personne qui sache où vous êtes, mais pour le reste, c'est pour que une tierce personne, finalement, elle ne puisse pas vous suivre. Troisième point, c'est vraiment réfléchir à votre plan d'évacuation. On a tendance à penser que les ambassades, dans beaucoup de cas, je présume, ça va être l'ambassade du Canada est là pour vous aider. Malheureusement, dans la plupart des cas, surtout dans une zone de conflit, dans une zone difficile, les ambassades vont vous donner des directives, mais c'est souvent trop tard. Donc, c'est important, premièrement, de vous ayez votre propre plan, que vous réfléchissiez à vous-même qu'est-ce que je peux faire et savoir les points de base. Ben voilà, si je dois être évacué à l'aéroport, c'est pas l'ambassade qui va vous amener à l'aéroport. Donc, d'avoir un taxi qui est fiable et que vous savez qu'il peut vous amener, c'est un élément de base. C'est des trucs qui vont venir naturellement si vous prolongez votre terrain, mais c'est important d'y réfléchir dès le premier jour, puisqu'on ne sait pas quand les problèmes peuvent arriver. Je semblais très critique des ambassades. Inscrivez-vous évidemment, mais c'est pas un miracle. Ils peuvent pas faire grand-chose, notamment si vous retrouvez dans une situation où est-ce que la sûreté d'État, les services de renseignement, les policiers vous arrêtent. Vous devez respecter les règles du pays. Dans certains cas, on peut vous accuser d'espionnage. Et là, l'ambassade va évidemment vous aider, mais ils peuvent pas faire des miracles. Donc, c'est important de se créer un réseau d'alliés et c'est important de bien comprendre aussi que vous-même, quelle sera votre stratégie dans ce cas-là et de se poser la question, ben, qu'est-ce que je fais si ça m'arrive? Et savoir qui sont vos alliés et qui finalement vous aideront pas. Une autre question, un élément très bête, mais ça arrive assez souvent, c'est qu'il faut traîner son passeport assez souvent puisqu'on va vous demander vos pièces d'identité. Malheureusement, oui, je vous recommande de traîner votre passeport, ne serait-ce que s'il y a une urgence, au moins, une fois, si vous avez votre carte de crédit et votre passeport, vous pouvez bouger très rapidement. Le reste, on s'en fout. Donc, je vous conseille de traîner votre passeport le plus possible pour, notamment dans les zones de conflit, il y a souvent des contrôles d'identité. Mais en revanche, digitalisez tous vos documents. Et c'est extrêmement pratique du fait que si jamais il y a un problème, vous pouvez aller les ressortir. Et un élément que moi, je vous recommande de faire et qui a sauvé la vie de beaucoup de Canadiens pris à l'étranger, ayez une copie de votre certificat de naissance, une copie originale, et laissez-les justement à une personne fiable sur le terrain. Comme ça, si jamais vous perdez votre passeport, il y a une urgence, vous pouvez rapidement, avec votre certificat de naissance, vous pointer à l'ambassade et eux peuvent vous faire plus facilement les papiers sans faire de vérification. La carte d'assurance maladie ou une autre carte d'identité canadienne va beaucoup vous aider aussi. Ces deux papiers, si vous pouvez laisser ça dans un lieu sûr, c'est vraiment quelque chose qui peut vous aider en cas de problème. Je touche aussi un point en termes de protection, c'est que il y a protection contre la violence, il y a protection contre les éléments naturels.
Mais un point important en tant que chercheur, c'est que tout le long, vous allez essayer de vous vendre comme élément neutre et vous allez penser que vous êtes protégé en vous disant je suis chercheur et que je suis une personne neutre, je suis pas lié à un gouvernement. Malheureusement, ça fonctionne pas comme ça sur un terrain de conflit. On va vous accuser d'espionnage à plusieurs fois. On va vous accuser d'être lié au gouvernement canadien ou à un autre gouvernement si vous avez un autre passeport. Et ça, c'est important de ne pas prendre pour acquis parce que vous êtes étranger, parce que vous avez tous vos papiers pour vous protéger, que ça va vous permettre de sortir du pétrin. Si vous faites face à un policier qu'on vous arrête, c'est très possible que le policier ne voit pas cette neutralité-là que vous pensez que vous avez. Et justement, cette question de neutralité-là, faut vraiment pas penser qu'on l'a comme de la même façon qu'on l'a quand on fait d'autres recherches et qu'on se protège. Et c'est souvent, quand je faisais des applications d'éthique académique, que les gens semblaient pas voir. Non, se protéger sous des formules académiques, ça nous permet pas de nous protéger sous terre. Et c'est là où est-ce qu'on se retrouve dans le gros dilemme sur cette neutralité-là scientifique et comment se protéger. C'est que, bon, dans la plupart des pays en conflit, vous allez avoir besoin d'un visa, vous allez devoir fournir des papiers pour avoir les visas. Et là, ça, vous n'avez pas le choix d'y venir. Mais le véritable enjeu, c'est que dans beaucoup de pays, on va vous demander une accréditation de recherche. Et c'est là où est-ce que c'est très compliqué. Dans plusieurs pays, avoir une accréditation de recherche, c'est nécessaire pour avoir le visa. Dans d'autres, non. Et on a tendance à pas nécessairement aller la chercher, puisque les règles sont différentes d'un pays à l'autre. Et dans beaucoup de pays, en fait, quand on vous demande pas l'accréditation de recherche pour le visa, vous n'en avez pas vraiment de besoin. Mais d'autres fois, on va vous suggérer. Fait que première chose, c'est évidemment de voir dans votre cas spécifique, est-ce que vous avez besoin d'accréditation de recherche? Et si vous n'en avez pas besoin, est-ce que vous allez la chercher? Puisqu'il y a toujours un dispositif à cet égard-là. Ce problème-là, je pense que je vais vous laisser régler vous-même selon vos besoins. Mais ce que je veux souligner ici par rapport à la neutralité, c'est que d'avoir une accréditation de recherche n'est pas un laissez-passer. Ça ne vous protégera pas nécessairement. C'est pas parce que vous avez une accréditation de recherche vous n'allez pas avoir des problèmes. Donc, c'est pour ça que même si vous pensez que vous êtes protégé par ça, ça peut être vraiment problématique. Je vais vous donner le meilleur conseil justement par rapport à comment gérer cet élément-là. Selon moi, avant d'aller chercher une accréditation de recherche, avant de faire quoi que ce soit, c'est bien de faire 2 missions de terrain au moins. Surtout si on prépare un terrain long, la première fois, allez-y pour 2-3 semaines. Allez-y avec un titre vague et allez-y vraiment avec créer des liens et discuter avec les gens. Quitte à y aller sur un visa qui n'est pas nécessairement un visa de recherche. Si vous pouvez l'avoir, comme je dis, ça dépend des terrains. Mais première fois, de juste aller faire rencontrer les gens et sans faire de la vraie recherche, vous allez gagner beaucoup à connaître votre terrain, voir comment vous allez vous installer, est-ce que ça peut se faire à long terme, et ne serait-ce aussi de voir c'est quoi le climat de recherche présentement. Si on fait, notamment, parlons justement de ma collègue qui est en train d'avoir un programme de recherche au Mozambique présentement. Ce qu'elle a réalisé, c'est que en faisant une pré-étude, elle a réalisé, c'est que justement, avoir une accréditation de recherche, être affilié avec des universités locales, ça lui offre énormément de terrain. Les gens, le Mozambique est un pays où est-ce que les gens discutent beaucoup entre eux et où est-ce que justement la sécurité parle avec les universitaires et tout le monde se parle et que ça y a ouvert beaucoup de portes en fait. Dans d'autres endroits, notamment dans des pays moins problématiques. Bon, je prends un pays qui n'est pas vraiment en conflit, mais comme au Sénégal, quand on fait de la recherche, les gens on n'a pas besoin d'aller chercher une accréditation de recherche, et justement, on attire beaucoup moins l'attention et finalement, les gens sous le moindre égard, n'ont pas besoin de ça. Donc, c'est vraiment très variable d'une raison d'un pays à l'autre. Est-ce qu'on a besoin d'une accréditation de recherche? Moi, soyez juste conscient que quand votre nom est dans l'engrenage, vous allez attirer l'attention et de bien réfléchir à ça. Là, c'est vraiment important d'écouter, si vous avez des assistants de recherche, si vous avez des fixeurs, si vous avez d'autres profs, d'écouter ce qu'ils ont à dire là-dessus, à savoir si ça va vous aider ou pas. Et c'est vraiment très variable d'un pays à l'autre. Je pense que là, je viens de parler pendant 45 minutes, ça fait déjà beaucoup.
Fait que je vais ouvrir, je vais ouvrir plus le plancher aux questions. Et n'hésitez pas à revenir sur des trucs. Je sais pas s'il y a beaucoup de questions dans le chat. En attendant que les gens réfléchissent justement à leurs questions, laisse-moi te relancer sur d'abord une réflexion, puis ensuite peut-être une question pour toi. D'un côté, c'est clair pour moi que tout ce que tu as parlé, en fait, revient à une discussion que moi j'ai eue avec d'autres collègues la semaine dernière sur le besoin ou les enjeux, en fait, de la recherche qui sont liés à nos institutions. Et je veux dire par là, notamment, si on parle du Canada, je suis au Canada, tu es Canadien. Faire de la recherche dans un contexte canadien n'est évidemment pas la même chose que dans un contexte de guerre. Et puis, mon droit de parole en tant que chercheur est certainement bien ancré et dépendant des institutions démocratiques du Canada, par exemple. Et là, il y a des interactions à y avoir avec le terrain ici. Dans quel contexte on écrit et on parle de nos choses, sous quel type d'institution on se place. Donc, il y a au-delà du chercheur, autrement dit, cet aspect, je pense, hyper important et je suis sûr que dans ton expérience de la presse, c'est la même chose, la liberté de la presse, évidemment, et autre chose que la liberté académique, mais évidemment, on dépend un peu des mêmes institutions. Euh, la question que j'avais pour toi, c'est une réflexion en fait sur le rôle de l'intellectuel ou de l'analyste, du chercheur, chercheuse dans tout ça. Comment est-ce que tu vois le rôle justement de la recherche dans les contextes dont tu parles? Autrement dit, quel est le rôle de cette personne ou de la recherche en tant qu'entreprise sociale et politique le plus large au-delà de la personne qui fait la recherche? Surtout parce que très concrètement aussi, moi, ça renvoie pour moi, des questions qu'on va faire face ou les gens qui nous écoutent vont faire face lorsqu'ils vont se déployer justement sur les terrains, c'est-à-dire ce jugement, à savoir tant le jugement au niveau de l'analyse du risque auquel ils ou elles font face, et des jugements à faire sur quel type de données j'ai véritablement besoin, le risque qui vient avec l'obtention de cette donnée-là. Tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire Ouais. de nos limites. Je pense te parler un peu de limites de nos recherches. Et moi, je me suis toujours dit qu'effectivement, il y a une limite que je ne franchis pas parce que ma sécurité ne vaut pas, par exemple, un papier ou un article. Donc, comment toi, tu vois ça, le rôle du chercheur dans ce contexte-là où il faut faire au quotidien ce type de jugement-là? Comment tu vois la recherche ou peut-être on se ramène à ton travail de journaliste aussi, le rôle de l'information peut-être dans ces contextes de guerre, étant donné qu'on doit toujours poser cette question-là d'évaluation des risques pour avoir les données dont on a besoin. Je ne sais pas si tu comprends ce que j'essaie de... Ouais. Ben, je pense que je comprends. Et pour moi, tu sais, tu sais, il y a comme pour avoir passé du journaliste à la recherche, il y a un peu la frustration des deux rôles, en fait. Parce que, en fait, sincèrement, quand tu es journaliste, il y a plein de trucs cool qui arrivent. Genre, tu es sur le terrain, tu vois les trucs, tu es dans l'action, mais tu as très peu de liberté de réfléchir à ce que tu fais. Et c'est un peu, genre, moi, présentement, ce que je vois du côté des praticiens de l'analyse des conflits vis-à-vis du monde académique, c'est que les praticiens, nous, on doit produire des données rapides. On a des outils on a des moyens beaucoup plus grands que le monde académique. Sauf que malgré tout, on est toujours pris dans le fog of war. Et où est-ce qu'on se retrouve avec souvent beaucoup de données, mais souvent des données, comme là présentement, des fois, je me retrouve avec des données que je trouve qui sont très crédibles. Mais après, le problème, c'est qu'on n'a pas beaucoup de temps pour y réfléchir. Et là, pour moi, c'est justement la question de la recherche sur les conflits présentement, c'est qu'on se retrouve face à une industrie qui produit un nombre incroyable de données. On l'a vu notamment avec la pression du Human Intelligence System, le truc des Américains pour l'Afghanistan, l'Irak, où est-ce qu'on rapidement on a militarisé des chercheurs en sciences sociales qui se sont assis sur des données qui étaient, il y a plusieurs analyses qui ont été faites, il y a plusieurs points de vue là-dessus, mais le Humanitarian System, c'est ça.
Ce qu'on s'est retrouvé, c'est, on se retrouve avec des tonnes de données qui sont probablement exactes sur le moment, mais le temps qu'on les analyse, elles étaient déjà erronées, ce qui a mené à des mauvaises interprétations. Il y a un énorme problème quand on militarise le savoir, euh, parce qu'il n'y a pas, il y a pas assez d'espace pour bien réfléchir. Et c'est là, pour moi, où est-ce que, c'est là où est-ce que l'important de nos recherches présentement et de complémenter, c'est qu'il y a plus en plus d'outils qui sont créés par les organisations, mais on se fait face justement avec une capacité de traiter. C'est là où est-ce que je trouve que quand je rencontre des longs chercheurs, c'est des gens qui travaillent longtemps sur leur étude de cas, ils vont chercher une richesse que de plus en plus on a de difficultés du fait notamment que les choses se passent de plus en plus vite sur le terrain. Juste la désinformation. Euh, et tu sais, je donne souvent le même exemple, mais c'est assez vrai. C'est autant en tant que chercheur terrain que journaliste, on là, on parle d'un côté, ils nous disent, bon, on a tué 200 personnes de l'autre côté. Après ça, on appelle l'autre camp, ils nous disent, ben, nous, on a tué 1000 personnes de leur camp et on peut pas juste faire une moyenne. Ça, c'est vrai en tant que journaliste, mais c'est vrai en tant que chercheur. Et après ça, justement, c'est tous ces problèmes de crédibilité-là. Et c'est là où est-ce que dans les programmes de stabilisation, on veut des données rapides pour pouvoir créer des projets à court terme. Mais maintenant, résoudre des conflits, quand on va avoir une bonne vision, c'est de la recherche à long terme. Et c'est de pouvoir suivre ces données-là sur un long moment. Et c'est là où est-ce que de plus en plus, on a de la difficulté. Et surtout, face à un monde de la recherche, parce qu'on doit publier 10 articles par année, on a un monde académique qui doit produire aussi, et qui, eux aussi, se retrouvent dans cette dynamique-là. Ben, je reviens sur mon chercheur qui avait des superbes données quantitatives, qui, à la fin, ne voulait pas dire grand-chose. Ben, il a fait son travail, était pas, il n'a pas fait d'erreur en soi. Mais c'est juste que son travail aurait gagné à être plus sur la long terme, et plus personne ne peut faire ça. Lui, il a produit quelque chose comme 4-5 études, 4-5 articles académiques à partir de ces données. Il a publié ces articles en l'espace de 6 mois, un truc incroyable. C'est juste que maintenant, 5 ans plus tard, ces données ne servent plus à rien. Ça nous donne plus, ça ne nous permet même plus de comprendre ce qui se passait sur le moment. Et c'est cet espace-là académique qui se réduit. Où est-ce qu'avant, nous, praticiens, on devait produire quelque chose de très rapide avec beaucoup de données. Où est-ce que le monde académique avait une plus grande faculté à revoir ce qu'on faisait et pouvoir critiquer. Aussi, et on pouvait avoir une discussion, on disait, ben voilà, moi j'ai ça, qu'est-ce que tu en penses? Et maintenant, on se retrouve tous dans le truc où est-ce qu'on publie hyper rapidement et avec des approximations sur des conflits et qui n'ont plus rien à voir avec la réalité, finalement. Ben, c'est super intéressant parce que justement, bon, là, j'ai beaucoup de choses en tête. Tu parles de moyens. Ça, c'est clair que Oui, à quelque part, c'est hyper important. Le temps long ou la profondeur peut-être de la recherche versus un peu le temps court qui est des fois superficiel ou, comme tu dis, qui devient obsolète assez rapidement. Euh, c'est sûr que quand je t'entendais dire plutôt 6 mois pour faire un terrain, un professeur d'université, un chercheur universitaire a rarement ce luxe de faire ouais. un 6, 8 mois, 2 ans, ou etc. On peut pendant qu'on fait notre thèse de doctorat, mais une fois qu'on devient prof à l'université, ça devient quasi impossible pour euh, 95% d'entre nous. Donc, déjà là, on est un peu, on doit faire notre recherche différemment. Mais on est pris, comme tu dis, dans ce cercle on est pris de vitesse où on doit aussi répondre à cette production des fois qui vient des think tanks et des centres de recherche praticiens dont tu parles, qui produisent très rapidement dans des contextes qui souvent en vient à justifier des pratiques, des politiques ou pour en justifier d'autres qui s'en viennent ou qui sont en préparation. Mais qui n'ont pas nécessairement, par contre, disons, on les oublie assez rapidement. Je ne sais pas si toi, tu es d'accord avec ça, mais la dernière analyse d'un tel centre de recherche va être parfois, pas toujours, mais parfois être oublié assez rapidement, alors qu'un livre de quelqu'un qui a travaillé sur un conflit pendant 5, 10, 15 ans risque de devenir une référence dans le temps. En tout cas, j'aime penser. C'est pas toujours le cas, évidemment, ça dépend de plusieurs choses.
Mais en fait, c'est peut-être ça ma question, ou c'est une réflexion un peu, je réfléchis à voix haute avec toi, de l'espace de la recherche et de l'analyse maintenant, comment il a été redéfini, comment les lignes, en fait, de distinction entre l'universitaire, le policy, et même dans certains cas, je dirais le journalisme, se sont effacés. Ben, peut-être pas effacés, mais sont de plus en plus difficiles à maintenir ou à percevoir, étant donné justement les pressions. Certainement, si on fait de l'analyse de conflit, on s'entend qu'on parle de ça, et je me repose la question justement, moi-même dans mes travaux, jusqu'à quel point je suis capable et je dois répondre toujours à la dernière demande plutôt que de me concentrer sur le long terme. On a certainement tous des pressions qui viennent de tous bords, de tous côtés, ce qui revient à ma question du rôle de l'intellectuel, de l'analyse, de la recherche, du chercheur, etc., dans tout ça et de l'utilité, en fait, des connaissances et du savoir. Et peut-être je j'aimerais t'entendre là-dessus parce que tu as mentionné le Human System Terrain, qui est en fait une version pour l'Afghanistan de la théorie de la contre-insurrection, qui en est une toujours, si je peux résumer très brièvement, que si on connaît justement, pour moi, je vois ça un peu comme une illusion du point de vue des gens qui interviennent dans les conflits. Si seulement on savait, si seulement on avait de meilleures connaissances, des connaissances plus approfondies de qu'est-ce qui se passait sur le terrain dans un conflit, si seulement on connaissait bien les causes profondes de conflit, on aurait les solutions. Ouais. Et la contre-insurrection, en fait, quand ça l'échoue, notamment en Afghanistan, c'est-à-dire on n'avait pas assez de données, on n'a pas bien compris le terrain. Si seulement on avait investi davantage à comprendre ce qui se passait en Afghanistan, on sous-entend que si on avait eu cette connaissance-là, l'application, l'utilité de la force aurait été plus efficace, on aurait été capable de mieux gérer le conflit ou d'atteindre nos objectifs, etc. Donc, c'est toujours un peu une roue qui tourne où on a l'illusion que mieux connaître le terrain nous amènera vers de meilleures politiques, mais évidemment, le terrain réagit aux connaissances qu'on produit, réagit Oui. aux mises en application des connaissances, etc. Donc, je reviens peut-être à ma question sur le rôle de l'analyse dans tout ça, ou peut-être comment le tout, c'est de l'utilité des connaissances, en fait. Toi, en fait, qu'est-ce que tu vois dans ton expérience? À quoi servent tes travaux, par exemple, ou ceux de tes collègues, dans les contextes que tu connais bien? Et peut-être peut faire le contraste avec le travail journalistique que tu as fait aussi. Ouais. Mais en fait, le truc déjà, genre, faut être très critique de comment l'information elle est instrumentalisée. Mais on a fait des énormes progrès. Moi, j'ai toujours allié recherche et journalisme pendant un bon moment, et j'ai travaillé pour une académie militaire justement durant l'Afghanistan il y a 10 ans, quoi. Et ce qu'on se retrouvait, c'est vraiment genre le processus d'analyse était très primitif par rapport à maintenant. Maintenant, tout le projet de stabilisation, tout projet d'un donneur sur les conflits va inclure une analyse des conflits et la sensibilité aux conflits. Et où est-ce que c'est une analyse qui est dynamique? Où avant c'était stable, souvent on demandait à un universitaire qui n'a pas mis les pieds pendant longtemps, parce que ça c'est un autre truc aussi. Quelqu'un qui écrit un livre et qui 30 ans plus tard continue d'être une référence, avoir mis le pied dans le pays. Ça, c'est un autre problème qu'on voit parfois avec les livres. Ça, c'est de la Mais en qualité revanche, du livre ou de son impact. ouais. Et bon, on pourrait parler d'impact en fait de recherche, c'est un peu ma question, mais excuse-moi de t'interrompre, je te laisse finir. Oui, en fait, moi, je trouve qu'il y a une nette évolution et en fait, c'est un peu le dilemme aussi en tant que chercheur académique. Est-ce qu'on s'est fini à ces processus-là qui sont parfois instrumentalisés? Et ça, c'est un débat éthique très personnel, surtout qu'à un moment donné, ben, qu'est-ce qu'on a envie de faire? Comment on se sent le plus utile? Pour moi, c'est important qu'il y ait les deux aspects. Le côté où est-ce on se mêle au terrain et on parle avec les gens qui créent les programmes. Mais le véritable enjeu, finalement, c'est que même si les choses ont évolué, on fait face à des donneurs et des gens qui ont un intérêt, tu sais, qui a eu un temps d'écoute très limité. Comme par exemple, c'est au Sahel, ben, juste comment l'Ukraine est en train de
vont briser toutes les ressources sur l'analyse des conflits à travers le monde, ou est-ce que plein de gens qui n'ont aucune connaissance de l'Ukraine vont y travailler? Ça change beaucoup les dynamiques de travail, en fait. On se retrouve un peu dans cette logique-là où tout le monde est conscient de comment on peut faire mieux les choses, mais le problème, c'est que malgré tout, on est dans une logique budgétaire face à des gens qui nous financent et qui veulent que les choses avancent. Et je trouve que c'est quand et, et même si et là c'est mon gros problème présentement, c'est au niveau comment le monde académique, le milieu des think tanks est de plus en plus interchangeable. C'est que y a une certaine mentalité de plus en plus aussi où est-ce qu'on veut produire des choses. On mise beaucoup sur des choses qui vont nous permettre de faire du plaidoyer ou du moins qui ont une utilité et que du coup des projets qui nécessitent d'être faits, qui sont finalement de la recherche fondamentale, sont laissés tomber, notamment en zone de conflit. Il y a beaucoup de recherches que quand on lit de ce qui se faisait il y a 20-30 ans sur les conflits, qu'on se lit, on se pose la question, mais ça servait à quoi? Ben justement, c'est un peu le grand questionnement. On fait face de plus en plus une recherche tant universitaire que non universitaire, avec des financements, où est-ce qu'on veut, avec un objectif bien précis. Et juste le meilleur exemple, c'est stabilisation, programme de stabilisation. Le nombre de programmes de recherche qui sont alloués à la stabilisation et qui servent justement à justifier un concept qu'on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Et qui entraîne énormément de problèmes sur comment on s'identifie en tant que chercheur. Parce que finalement, cette espèce de logique-là rentre dans notre truc plutôt que d'analyser un conflit, on sent bien, mais comment on peut soutenir la stabilisation. Donc, c'est assez. Je pense que la machine prend souvent le dessus du chercheur. Et c'est surtout quand on est chercheur sur les conflits, on fait face au fait où est-ce qu'on a beaucoup de sollicitations et où est-ce que de plus en plus faire juste la petite recherche fondamentale est de plus en plus difficile. Et c'est difficile d'ignorer un contexte où est-ce qu'on pousse de plus en plus à vouloir être la saveur du moment, être sur des plateaux télé pour dire la chose qui va avoir un impact. Oui, il y a une sorte de mercenariat, j'imagine, de la recherche en quelque sorte, hein, si je te réinterprète un peu. Je Oui. pense utiliser ce terme-là aussi plutôt. Euh, oui, tu voulais dire. Non, excuse-moi. Pour moi, Ben, je pense que pour les chercheurs, il faut se poser la question à quel point on est prêt. Et aussi, moi, genre, j'aime bien mêler les deux. J'aime bien me sentir pratique au terrain. Et le côté, j'aime bien aussi publier des trucs qui sont strictement recherche fondamentale pour se poser des questions qui sont importantes et surtout sur le Sahel. Je pense que ça ouvre notre recherche. On n'a jamais aussi recherché le Sahel. C'était vraiment au niveau de la recherche, à part quelques chercheurs qui faisaient des recherches sur les masques de Dogon ou sur les danses folkloriques, peu de gens se posaient des questions sur les dynamiques sociales, sur des régions. Et moi, je suis extrêmement excité dans la région que je travaille parce qu'on fait face, on se pose beaucoup de questions, on renouvelle constamment. Et d'un côté, on veut aider à la paix et on veut se sentir utile. De l'autre côté, on découvre que finalement, toute une zone qu'on a laissé compter pour des gens qu'on jugeait. Et c'est souvent ça le problème des zones de conflit. C'est souvent des zones qui ont été délaissées, ont été sous-étudiées autant par les Occidentaux que les non-Occidentaux. Et que soudainement on redécouvre et où est-ce qu'il y a une possibilité justement de créer des liens réels et de mieux comprendre les régions. ben justement, parlons-en d'un exemple comme le Sahel. Comme tu dis, il n'y a pas de doute non plus dans mon esprit que tout d'un coup, tout le monde écrit sur le Mali, sur le Sahel. La qualité des recherches varie beaucoup aussi. La qualité des publications varie beaucoup. Et ça vient de tout bord, de côté maintenant également. Des chercheurs en Europe, en Amérique du Nord, mais évidemment en Afrique et au-delà même aussi, toutes sortes de pays qui s'intéressent au Sahel. Il avait déjà été répertorié aussi, même au niveau des organisations régionales et internationales, quelque chose comme 27 ou 28 stratégies du Sahel. Donc, ça va même au-delà du monde universitaire. Là. Il y a des politiques, des gouvernements, des organisations qui publient des stratégies Sahel. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? À qui sert cette production du savoir-là dans un contexte où justement
surtout si on s'entend pour dire que le Mali est un peu au centre de ce qui se passe présentement, ou du moins c'est à partir de là que ça a commencé en 2012. Euh, on assiste carrément à une guerre de l'information en quelque sorte, là. On pourrait parler évidemment de la montée du populisme, la presque, je sais pas comment dire ça, mais certainement la guerre de l'information au niveau des journaux, au niveau des gouvernements, entre les gouvernements, avec des gouvernements extérieurs, évidemment, pour pas nommer la Russie, et les Occidentaux qui font de la Russie tout d'un coup l'objet de leur intérêt au Sahel, alors que le conflit semble être relégué au second rang dans certains milieux lorsqu'on parle des enjeux au Sahel. Qu'est-ce que tu fais? À qui sert ce savoir-là, toute cette production-là de recherche au Sahel? Et on pourrait poser la question dans le temps aussi, parce que ce qui était produit en 2012, 2014, 2016, 2017, c'est pas la même chose qu'en 2022, 2023, là, selon moi. Non. Ça a beaucoup évolué. Comment toi Moi, tu vois cet environnement-là? Qui parle à qui, dans le fond? Parce que je la pose très concrètement. Est-ce que les Maliens, par exemple, ou nos amis burkinabés, peu importe le pays que tu veux nommer, utilisent cette information? Est-ce que ça leur est utile ou ça devient tout simplement carrément une bulle à part où justement on a créé une bulle de recherche sur le Sahel? Comment toi tu vois ça, ces interactions-là ou cette utilité de savoir-là dans un tel contexte où justement il y avait peu de choses, comme tu as dit, tout d'un coup, boum, il y a tellement de choses en fait qu'on c'est très difficile de suivre. Ben, le premier, moi, je trouve le premier impact que ce boom de recherche qui est lié souvent avec les conflits, c'est que soudainement, on se retrouve avec des communautés académiques qui sont beaucoup fortes. Moi, je suis subjugué de la qualité de la recherche au Mali, de chercheurs maliens. On l'a vu aussi après la crise ivoirienne aussi. En fait, le truc, c'est que ne serait-ce que soudainement, il y a un intérêt. Beaucoup de chercheurs, on embarque, c'est un peu comme, c'est plus qu'il y a de gens dans la conversation, plus qu'on monte le niveau. Et c'est pas, moi je crois pas que c'est parce que les Occidentaux débarquent. Non, c'est parce qu'il y a plus de gens et on force des débats, peu importe d'où viennent ces gens-là. Moi je trouve ça hyper rassurant. Donc, le premier, élément que je vois, c'est que, ça c'est l'autre truc merveilleux d'Internet, c'est qu'on publie des trucs maintenant et quand je rencontre des Mali, quand je vais à Bamako, quand je vais je me balade ailleurs, les gens lisent ce qu'on écrit et ont des choses à dire et l'argumentent et finalement en viennent à utiliser nos données pour faire des meilleures recherches que nous, on Hmm. pourrait faire. Et ça, on peut être critique sur le marché, genre sur ce que je disais tantôt, les assistants de recherche. Mais pour beaucoup d'assistants de recherche, ce boulot-là leur a permis de pouvoir pousser plus loin au doctorat. Et ça, pour moi, c'est merveilleux. Parce que mon job à moi, normalement, ne devrait pas exister, ou notre job à nous ne devrait pas exister. Ça devrait être, les gens devraient être capables de décrire et de nous dire qu'est-ce qui se passe. Et c'est là où est-ce que c'est hyper intéressant, c'est de créer ces communautés de savoir-là. Et de plus en plus, on les voit. Et ça, pour moi, c'est de l'art en bas. Après, ce que je trouve dommage, c'est que nous, en tant que chercheurs, on a souvent l'oreille de plusieurs de nos décideurs. On est souvent invités à des tables rondes un peu partout. Mais malheureusement, les chercheurs, surtout dans les zones de conflit, n'ont pas nécessairement l'oreille de leurs décideurs. Malgré tout, un rôle qu'on a en tant que comité de chercheurs, c'est que c'est assez fréquent quand même que certains décideurs locaux vont ailleurs chercher leur propre savoir finalement. Et c'est là où est-ce qu'on peut influencer la conversation. Il faut et que ça change complètement aussi. Faut pas oublier. C'est là où est-ce que je trouve ça aussi intéressant, où est-ce que de plus en plus, notamment avec la Banque mondiale, plusieurs initiatives pour aller chercher le travail des chercheurs, les intégrer dans des conversations. Notamment, moi, ce que je trouve un des trucs qui est formidable, si vous pouvez le suivre, il y a quelque chose qui s'appelle le Forum sur la fragilité de la Banque mondiale qui se fait annuellement, qui est depuis la COVID, qui est en ligne. Avant, c'était un sommet à Washington, mais maintenant, tout le monde peut assister aux conférences et de plus en plus,
on évite des académiciens, on évite des chercheurs qui sont souvent très controversés pour amener des points de vue différents. Et ça a une influence aussi indirecte sur le milieu des politiques locaux. Donc, en fait, il y a tout un cycle que de plus en plus, les connaissances universitaires sont moins isolées qu'elles étaient il y a 10 ans. Et où est-ce que de plus en plus tout le monde se parle, et on parle beaucoup de nexus, qui est un terme qui est un peu galvaudé et qu'on est très cynique par rapport au nexus développement, sécurité, etc. Mais malgré tout, à cause de ça, il y a énormément de conversations qui se font à différents niveaux. Et où est-ce que toute cette logique de sensibilité au conflit, ça évolue très rapidement, où est-ce que les best practices se font rapidement, et où est-ce que on intègre de plus en plus, on est de plus en plus en tant que chercheur intégré dans ces conversations-là, on est de moins en moins isolé, où est-ce qu'on, voilà, on publie nos trucs et personne n'oublie. Mais ça revient un peu à la conversation qu'on avait avant, où est-ce que la limite chercheur think tank, où est-ce qu'on doit se faire valoir dans ces éléments-là, c'est moins de temps pour la recherche, et c'est de plus en plus de temps pour se faire voir et aller chercher des financements aussi. C'est un peu vicieux. Oui, il y a beaucoup d'administration à faire en tant que prof d'université. Ça, je peux te le garantir, c'est pas mal mon quotidien. Euh, oui, oui, je suis d'accord avec toi. Il y a effectivement une évolution et beaucoup d'efforts à intégrer diverses conversations. C'est super intéressant et j'aime penser, j'espère que les gens qui nous écoutent vont être d'accord que Franco Paix fait ça part dans cet effort de dialogue comme on le fait aujourd'hui, moi et toi, et avec les gens qui nous écoutent, mais aussi avec nos publications comme le bulletin. Et j'encourage les gens qui nous écoutent, s'ils ont des recherches justement qu'ils veulent distribuer et qui pensent que pourraient être diffusées dans nos travaux de bulletin francopais notamment, mais je vous invite à nous faire part de votre intérêt. Et on est toujours preneur lorsqu'on a justement des travaux de qualité à diffuser et à promouvoir. Donc j'imagine que ça m'amène à justement ce genre de communauté de recherche et d'intérêt-là dont tu parles. Euh, Peut-être, je me demandais si tu pouvais peut-être élaborer sur comment tu navigues justement ces milieux-là, parce que je sais que tu navigues beaucoup entre les deux, comme tu le dis, et même peut-être entre, je sais pas encore si tu fais beaucoup de journalisme, mais certainement la navigation qu'il y a à faire entre les mondes académiques et think tank. Il y a des enjeux éthiques, il y a des enjeux justement de fonction, il y a toutes sortes d'enjeux moraux aussi probablement. Ouais. Comment est-ce que tu navigues cette histoire dans un contexte où, de manière générale, je pense, et là peut-être je me trompe, mais les chercheuses, on cherche à avoir, en guillemets, un impact ou un effet, c'est-à-dire qu'on cherche essentiellement à vouloir changer le monde, ou du moins, on se dit qu'on pourrait faire mieux. Il y a d'autres choses, on fait ça pour d'autres choses aussi, mais ça fait partie, je pense, l'une des raisons pourquoi chacun d'entre nous fait de la recherche, savoir ce qui se passe dans le monde, mieux le comprendre et mieux y jouer. Mais quand on rentre dans un monde, comme on dit depuis tout à l'heure, où les intérêts divergent, où l'espace où le moment, l'aspect temporel est très différent aussi. Toi, comment tu navigues justement ces différents... as-tu des exemples peut-être je sais que tu as parlé de la Banque mondiale, tu travailles avec la Banque mondiale beaucoup, par exemple. Comment est-ce que tu navigues les demandes de la Banque mondiale, les objectifs qu'ils te donnent versus ce que toi tu peux... Est-ce que tu reprends, par exemple, tes travaux de Banque mondiale pour ensuite peut-être t'aider dans tes travaux de chercheur universitaire, etc. Comment est-ce que tu navigues les deux mondes, autrement dit? Ben déjà l'idée, moi j'ai complètement abandonné le journaliste, donc ça OK. règle le problème parce que c'est plus contentieux. Donc en revanche, par exemple, le gros problème, c'est que qu'on fait face, notamment quand on est chercheur universitaire vis-à-vis de quand on travaille pour des grandes institutions, c'est que souvent les grandes institutions, dans notre contrat, on ne peut pas réutiliser les données. Il y a des clauses bien établies. Donc, à quelque part, tu es obligé de mettre ton cerveau pour un projet et le laisser pour un autre. Malheureusement, notre cerveau continue toujours de fonctionner, donc il y a des réflexions qui se font. Généralement, moi, quand je fais un travail de recherche pour un client, j'ai un mandat bien précis, avec des limites bien précises.
Et comme je dis, chaque fois, pour les clients, il n'y a pas de réutilisation de données. On part toujours de zéro. Après ça, il y a toujours une revue de littérature et ça arrive des fois que je me cite moi-même, ce qui est souvent une bonne façon de faire. Et surtout, je travaille beaucoup pour des gens qui me rendent tout public. Donc, j'arrive pas, j'ai pas de gros, tu sais, je travaille pas pour les services secrets, donc j'ai pas de, ma recherche, Tu ne le code dirais pas éthique, si tu travaillais pour eux, là. peut-être pas ici, mais ce que je veux, où est-ce que je vais en dire, où est-ce que je vais en venir, c'est que finalement, l'éthique du monde universitaire et l'éthique de ces grandes institutions-là est pas très différente. Même au contraire, les règles éthiques des grandes institutions sont presque plus rigides que le monde universitaire parfois. Tout est variable selon les cas. Et pour moi, c'est le véritable enjeu, c'est quand tu as des données très, très précises. Tu viens de finir un contrat, tu as des données très précises et que tu as envie de les utiliser pour un autre truc. Des fois, c'est plus ça le problème. Il y a toujours cette question de gérer, de compartimenter. Un problème qu'on n'a pas en tant qu'académicien. On a nos données, on les utilise comme on veut. Et si notre projet est financé par un autre, par quelqu'un, après ça, on change de truc. C'est plus ça qui est le problème, en fait. Euh, moi, j'ai pas. Et le truc aussi, en fait, c'est que aussi c'est une question de comment on se présente par rapport aux gens. Euh, un véritable. Tu sais, le problème aussi, c'est que souvent dans des zones plus sensibles, les gens, le rapport personnel l'emporte sur le titre. Donc, pour les gens, je suis Marc-André, je suis pas le chercheur ou l'ancien journaliste ou peu importe. C'est là parce que des fois, par exemple, et là, ça rentre aussi dans quelque chose qu'on n'a pas parlé, parce que les limites du personnel et du public ne sont plus visibles pour les gens, ce qui peut entraîner des problèmes aussi. Donc, c'est important de bien réfléchir à tout ça et d'avoir une stratégie, surtout quand on investit longtemps sur un conflit. Oui, absolument. Ben, tu soulignes la question personnelle, on pourrait y revenir si on a le temps, mais je voulais te relancer sur justement, moi ça m'a toujours un petit peu choqué, c'est peut-être le trop gros mot, mais je me suis souvent posé des questions sur ces clauses, là, justement, de la Banque mondiale et autres donateurs qui nous demandent de justement ils demandent l'exclusivité des données, on peut pas réutiliser, on peut pas reproduire, des fois on peut même pas citer parce que c'est des rapports qui ne sont pas rendus publics. C'est totalement, à bien des égards, en contradiction avec le monde universitaire de la recherche où on parle de plus en plus justement de open access, hein, donc d'ouverture, de diffusion publique des données, de diffusion publique des publications. Parce que la recherche des connaissances et du savoir en est une, justement, d'un effort commun. Et si on n'échange pas nos données ou nos connaissances, on n'avancera pas nulle part. Donc, comment tu vois ça? Comment tu expliques ça? Moi, j'ai jamais réussi à trouver une réponse satisfaisante à savoir pourquoi, justement, on a toujours ces restrictions-là. J'imagine qu'il y a une question de coût, il y a une question peut-être de propriété intellectuelle à quelque part, mais euh, bon, bref, je sais pas si tu avais des réponses ou des commentaires là-dessus, mais Ben, j'ai pas vraiment de réponse et c'est surtout, tu sais, en fait, moi, le problème, c'est que tu sais, la question open access, des sources open access, tu sais, il y avait cette mode-là à un moment donné où est-ce que tu mets plus d'informations sur les personnes à qui tu parles, mais pour moi, ça reste un problème de la confidentialité des sources et la protection des données. On est en zone sensible où est-ce que des fois, il suffit juste de mettre une information pour bien identifier quelqu'un. De plus en plus, on fait dans le monde de la recherche sur les conflits notamment, de plus en plus, ça arrive fréquemment qu'on ne dit même pas le lieu géographique précis de où est la recherche pour éviter tout problème relié à ça. Donc, cette question-là, dans le monde de la recherche des conflits, se pose pas vraiment parce que on est toujours dans cette logique-là de protéger le plus possible les sources. mais c'est Et, pas tout à et fait la même chose. C'est pas tout à fait la même chose de protéger les ouais, sources. Un rapport de la Banque mondiale va protéger ses sources en principe, du moins en j'espère, principe. la même façon que je pourrais le faire ou tu pourrais le faire dans un article. Je pense plutôt en termes de diffusion, d'utilisation, justement, de l'analyse ou des Ouais. conclusions, ou etc. Là où je trouve que c'est un peu embêtant des fois, justement,
de se faire dire, bah non, il y a des bons résultats, mais on veut pas que vous les diffusiez ou les réutilisez, il faut recommencer à neuf. C'est un peu, en tant que Ouais. chercheur universitaire, c'est un peu contradictoire à l'idée, justement, de la recherche, mais bon. C'est très frustrant, mais en revanche, tu sais, moi, ce que je trouve souvent rassurant dans ces trucs-là, c'est que euh, c'est l'autre côté aussi de ces gros donateurs-là. Ils ont beaucoup plus de ressources et de moyens pour vérifier les trucs. Donc, ça permet justement d'avoir après ça, de pouvoir faire notre propre recherche et d'éviter de faire, d'éviter justement d'avoir des biais. Parce que soudainement, on réalise, il y a, pour moi, c'est souvent une question de la recherche et de la construction l'un sur l'autre, à quelque part aussi. Ben, c'est ça. Mais oui, c'est frustrant énormément. Et surtout, tu sais, quand des fois on produit un rapport on va laisser sur un étagère. J'ai produit un rapport justement il y a 6 mois que personne ne va lire. Donc, mais j'ai pas le droit de rien en faire. Donc ça, c'est la partie, mais ça rentre un peu dans Ouais. les questions du métier, la partie recherche. Voilà, des fois, il faut juste accepter qu'on est payé pour faire un boulot, et c'est ça aussi. Et c'est la liberté du monde académique. On peut faire ce qu'on veut, mais on n'a pas nécessairement les financements. Quoique dans certains cas aussi, les financements viennent avec beaucoup de contraintes. Oui, c'est possible aussi, ouais. Écoute, on est sur la fin. Est-ce que il y aurait quelque chose que tu voudrais dire, conclure, peut-être nous mener vers justement autre chose? Bref, un mot de la fin. Est-ce que tu as un mot de la fin pour nous, peut-être? Ben, pas trop en fait. Je pense que j'ai pas mal fait le tour, mais pour moi, ce qui est vraiment important, c'est vraiment n'oubliez pas que les gens avec qui vous travaillez, quand vous quittez le terrain, ces gens-là vont continuer de vivre. Euh, et je sais que ça a l'air extrêmement tu sais, simple comme commentaire, mais le nombre de chercheurs que j'ai vu débarquer qui oublient les conséquences que ça peut avoir sur le terrain, et même des gens ils ont le cœur sur la main, mais c'est juste que ben, on rentre dans notre logique, on va défendre notre doctorat, on va rendre d'autres trucs, et que finalement on oublie que ça peut avoir des conséquences sur le terrain. Et ça, faut vraiment pas l'oublier. Et le meilleur moyen, c'est de garder contact avec les gens avec qui vous travaillez. Et vous allez vous en souvenir de ces gens-là aussi. Et éviter justement des bourdes comme de publier un article académique qui identifie qu'il y a un village et qui finalement se retrouve dans la une d'un journal malien, quoi. En effet, ne pas oublier que notre article n'est pas abstrait, mais parle bien de la vie des gens et que donc peut avoir des conséquences dramatiques dans certains cas, effectivement. Ben, je te remercie beaucoup, Marc-André. Je pense qu'on a fait le tour du sujet. On a effectivement exploré énormément d'enjeux sur la recherche d'un point de vue méthodologique, mais aussi très moral et éthique. Je pense que c'est inévitable que si on parle de recherche qui inclut des gens, mais et c'est encore évidemment peut-être encore plus évident dans un contexte où les gens, leurs vies sont en danger, comme dans un contexte de conflit armé, évidemment, qu'il faut considérer la sécurité de ces gens-là, mais aussi la nôtre. Et évidemment, on a tous des limites différentes par rapport au risque, évidemment. Donc, il n'y a pas je pense, de réponse ferme à la question, justement, de la sécurité pour nous-mêmes. Là, comme tu le disais, chacun a des limites différentes. J'en connais qui ont fait des terrains, se sont ramassés dans des voitures emprisonnées qui ont continué le terrain par la suite après être libérés. Je suis pas sûr j'aurais le même type de réaction, mais je rentrerai peut-être au pays. Mais bon, donc c'est des questions aussi très personnelles, mais qu'il faut pas sous-estimer, je pense. Ça, c'est clair, et aller naïvement. Mais tu as raison, surtout dans le monde universitaire, c'est pas le genre d'enjeu qu'on discute suffisamment cette rencontre avec si je peux l'appeler comme ça, avec le réel là, du terrain de la recherche, surtout dans des contextes de guerre, de conflit armé, ça peut être très intense. Et ouais, c'est ça. Donc, merci beaucoup, Marc-André. Merci à tout le monde d'avoir été là. Merci à l'équipe de la chaire à l'Endurant et à l'UQAM pour nous avoir aidé à organiser l'événement. Je vous dis à bientôt au prochain événement. Et encore une fois, Marc-André, on te remercie et
bon, on espère peut-être ton analyse justement d'un certain cas qu'on ne nommera pas dans un prochain bulletin Franco-Paix bientôt. Euh, Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci à toi.